Imaginez un peu, demander au gouvernement de voter une loi pour bloquer la lumière du soleil, juste pour protéger une industrie. Ça paraît complètement fou, non ? Eh bien, c'est exactement le genre d'idée que Frédéric Bastiat, un économiste français du 19e siècle, adorait utiliser pour pointer du doigt les absurdités de son époque. On va découvrir ensemble cet esprit brillant et des idées qui, vous allez voir, résonnent encore aujourd'hui. Alors, pour vraiment saisir le génie de Bastiat, rien de tel que de plonger dans l'un de ses textes les plus connus. C'est une satire, une parodie, mais elle révèle absolument tout de sa manière de penser. Tout commence avec une pétition. En apparence, c'est très sérieux. Des fabricants de chandelles, de bougies, de lampes, bref, tous les producteurs de lumière artificielle s'adressent aux députés avec une requête très urgente. Il faut les protéger d'un concurrent qui pratique une concurrence déloyale. Leur argument est simple, et on l'entend encore souvent aujourd'hui. Ils disent en gros, il y a un rival qui débarque, il produit de la lumière à un prix défiant toute concurrence, et notre industrie est en train de s'effondrer. C'est insupportable. Alors la question se pose, qui est ce fameux concurrent ? Ce rival si puissant, capable de produire de la lumière pour presque rien, au point de menacer toute une filière industrielle. Une nouvelle invention ? Une puissance étrangère ? Et la réponse, elle est lumineuse. C'est le soleil. Oui, le soleil. Et la solution qu'il propose, elle est tout aussi géniale. Obliger tout le monde à fermer ses volets, ses fenêtres, à boucher toutes les ouvertures. Forcer les gens à vivre dans le noir pour, je cite, stimuler l'industrie de la bougie. Incroyable, non ? Cette pétition, c'est un exemple parfait de l'arme préférée de Bastiat, la logique poussée jusqu'à l'absurde pour révéler les failles d'un raisonnement économique. Mais alors, qui était cet homme, capable de manier l'humour et l'ironie avec autant de talent ? Eh bien, il faut savoir qu'on est loin du cliché de l'intellectuel parisien. Bastiat, c'était plutôt un provincial, avec une allure simple. Ses amis le décrivaient comme ça, un peu rustique, une apparence qui en réalité cachait une intelligence hors du commun. Mais attention, il ne fallait surtout pas se fier aux apparences. Derrière cette façade se cachait un esprit tellement vif que des penseurs majeurs comme le futur prix Nobel d'économie Friedrich Hayek diront de lui que c'était tout simplement un publiciste de génie. Son parcours de vie est d'ailleurs assez atypique. Il devient orphelin très jeune, il arrête l'école pour travailler dans le commerce familial, et puis il hérite d'un domaine. Et c'est là, loin de Paris, qu'il va passer presque 20 ans à lire. Il dévore tout ce qui lui tombe sous la main, en économie, en philo, en histoire. C'est là, en solitaire, qu'il va forger toutes les idées qui vont le rendre célèbre. Et de toutes ces années de lecture et de réflexion, il va sortir une idée centrale. Une sorte de clé de lecture pour comprendre l'économie et en fait beaucoup de choses dans le monde. C'est son fameux concept de ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Pour Bastiat, la différence entre un bon et un mauvais économiste, elle est là. Le mauvais ne voit que l'effet immédiat, visible, d'une politique. Le bon, lui, il anticipe aussi les effets à plus long terme, les conséquences cachées, celles qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. C'est un peu la différence entre voir l'ondulation à la surface et comprendre les courants profonds. Prenons un exemple très concret. L'État lance un grand projet de construction. Ce qu'on voit, c'est facile. Les ouvriers qui travaillent, les emplois créés sur le chantier, c'est visible, c'est immédiat. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce que les contribuables auraient fait de l'argent des impôts s'ils l'avaient gardé. Peut-être qu'ils auraient investi dans leurs entreprises, créé d'autres emplois, ou simplement consommé, ce qui aurait aussi soutenu l'économie. Ça, c'est l'emploi invisible détruit, pour financer l'emploi visible. C'est ça le coût caché. Et Bastiat va encore plus loin. Il développe un concept assez percutant, la spoliation légale. L'idée, c'est que parfois, la loi, qui est censée protéger la propriété, est utilisée pour faire exactement le contraire, prendre à certains pour donner à d'autres. La pétition des fabricants de bougies, c'est l'exemple parfait. Ils demandent une loi pour prendre à tout le monde la lumière gratuite du soleil, et ce, à leur seul profit. Alors, avec des idées aussi fortes et aussi claires, vous imaginez bien que Bastiat ne va pas rester tranquillement dans son coin à écrire. Non, il va se jeter à corps perdu dans le débat public. Et ça va très très vite. En l'espace de quelques années, il devient une figure majeure du mouvement pour le libre-échange en France. Il est inspiré par ce qui se passe en Angleterre, alors il écrit des articles, il fonde une association, il lance un journal, c'est un vrai tourbillon d'activisme pour diffuser ses idées. Parce que pour lui, au fond, tout était lié. La liberté, c'était un tout. S'attaquer à la liberté d'échanger des biens, c'était s'attaquer à la liberté de travailler et donc au droit de profiter du fruit de son propre travail. Et ça, pour lui, c'était la base même de la société. Et puis arrive 1848, la Révolution, un moment de bascule. Bastiat est élu député. À l'Assemblée, il va être un défenseur infatigable de ses idées, s'opposant systématiquement à la montée des programmes socialistes et au contrôle toujours plus grand de l'État. Malheureusement, sa carrière politique sera courte, la maladie va l'emporter très vite, mais si l'homme disparaît, ses idées, elles, ne faisaient que commencer leur long voyage.
Tenez, un exemple incroyable de son influence posthume, c'est l'histoire de Michel Chevalier. C'était un économiste très en vue, plutôt sceptique sur le libre-échange. Et puis il lit Bastiat. Et ça change tout. Quelques années plus tard, c'est ce même Chevalier qui va être le principal artisan du grand traité de libre-échange de 1860 entre la France et l'Angleterre, un traité qui a changé la face du commerce en Europe. Et ça ne s'arrête pas là. Au XXe siècle, un livre va connaître un succès mondial. L'économie en une leçon de Henry Hazlitt. Il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et son auteur le dira lui-même, tout son livre n'est qu'une modernisation du principe fondamental de Bastiat, celui de voir ce qui ne se voit pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a longtemps été reconnu, même par ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, comme un critique redoutable du socialisme. Pourquoi ? Parce qu'il n'attaquait pas les intentions, souvent généreuses. Non, il démontrait avec une logique implacable que les moyens proposés étaient contre-productifs. Finalement, la grande leçon de Bastiat est peut-être plus actuelle que jamais. Aujourd'hui, quand on entend parler d'une subvention, d'une taxe, d'une nouvelle réglementation, avons-nous le réflexe de nous poser la question, au-delà de l'effet visible, immédiat, quels sont les coûts cachés, les conséquences invisibles? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est une question simple, mais elle change tout.